tardive de ce conseil municipal, puisque j'ai été retenu sur une autre réunion au niveau de la CDC et qui était impérative pour respecter les délais de mise en place. Donc je propose de suite de passer à l'appel des présents. Présent. Bien, voilà, donc la feuille d'émargement est en train de circuler, donc le quorum est validé. Bon, je signerai à la fin. Je vous rappelle que les séances du conseil municipal donc, sont publiques, conformément aux dispositions en vigueur, et à ce titre, cette séance fait l'objet d'un enregistrement audio et vidéo, et il est diffusé donc par voie numérique sur les canaux de communication de la mairie. Donc je vous le rappelle, puisque je me dois de vous le dire avant chaque conseil. Il faut maintenant désigner un ou une secrétaire de séance. La dernière fois, c'est Madame Vallier qui a assuré le secrétariat de séance et il est normal que le dernier arrivé se retrouve en charge d'une petite mission. Donc je vous propose Monsieur Garcia. Quel succès. Pas de vote contre, pas d'abstention. Voilà. C'est peut-être une chance qui parle moins, tu as raison. Bien, donc je vous propose tout de suite de passer à l'ordre du jour. Le premier point de cet ordre du jour, il s'agit de la présidence de l'Assemblée pour le vote du compte financier unique. Pardon, du procès verbal, autant pour moi. Le procès verbal de la dernière réunion, y a-t-il des commentaires? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, je reviens sur la présidence de l'Assemblée. Lors du vote du CFU, le maire doit donc se retirer de la séance. Et pour ce vote-là, il convient donc de désigner un président de séance. Et je vous propose de considérer pour cette lourde mission la candidature de Madame Vallier. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. La délibération suivante porte sur la désignation de délégués, une deuxième volet, il y en aura d'autres, puisque tout n'est pas encore fixé, de représentants sur des organismes extracommunaux. Donc vous avez la liste sur la délibération, il s'agit de nommer les représentants au syndicat intercommunal des bassins versants, au parc naturel régional du Médoc, le PNR. Je rappelle que le PNR, on vote ici, mais en fait c'est le conseil communautaire de la CDC qui va valider l'ensemble des 10 communes, puisque les représentants sont l'émanation de la CDC. La commission intercommunale des impôts directs, où nous devons proposer des noms, et la commission locale d'évaluation des charges transférées, sachant que nous avons donc un représentant pour notre commune. Il est également proposé, en complément de la dernière fois, d'ajouter sur la commission évolution urbaine et environnement la candidature de monsieur Jean-Christophe Lahaye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous aurons probablement d'autres modifications à mener au mois de juin. Avez-vous des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, il nous faut aussi proposer une liste de contribuables en vue de la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Alors, pour l'expliquer assez simplement, cette commission est composée du maire ou de son adjoint délégué, qui est président, et des commissaires titulaires, 8 commissaires titulaires, et suppléants, 8
suppléants qui doivent donc être désignés, c'est ça la petite spécificité, par l'administration fiscale. Mais pour ce faire, le conseil municipal doit proposer une liste de 32 personnes, et c'est parmi ces 32 personnes que l'administration fiscale retiendra 8 titulaires et 8 suppléants. Voilà, donc nous, notre mission, c'est simplement de valider la liste qui va être proposée à l'administration fiscale. Avez-vous des questions sur cette liste qui vous a été communiquée avec à parité des élus, des non-élus et des profils très différents et variés? Il y a même plus, j'ai dit des élus, il y a plus de non-élus que d'élus, de citoyens que d'élus. Des questions? Pas de questions particulières? Des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Je garde la parole pour une autre désignation, puisqu'il y a eu un réajustement au niveau du CIVOM par rapport au statut du CIVOM, par rapport à notre population, puisqu'il nous avait été initialement indiqué que nous avions 3 représentants. D'ailleurs, les 3 sont rentrés il y a quelques minutes de la réunion du CIVOM d'aujourd'hui. Mais en réalité, nous avons le droit à 4 sièges. Il s'agit donc de délibérer pour un 4e siège. Et je vous propose ma candidature pour ce 4e siège. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'explique pourquoi je vous propose ma candidature, parce que les statuts du CIVOM stipulent que les maires sont vice-présidents. Voilà. C'est juste pour que vous soyez informés. La délibération suivante. Le règlement budgétaire et financier. Je ne doute pas que vous en avez toutes et tous pris connaissance. Alors c'est un document très formel, très formalisé aussi, tout simplement qui précise les règles budgétaires et comptables dans lesquelles s'inscrit notre gestion financière. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de surprise, ça n'est que la redite des documents existants et nationaux, et ce n'est ni plus ni moins, puisque nous sommes en début de mandat, nous devons voter ce cadre, mais ça n'est ni plus ni moins que le même document que celui qui avait été voté en 2024, au moment où s'est mis en place, au moment où s'est mis en place l'instruction budgétaire et comptable dite M57 et pompeusement nommée passeport vers la modernité, mais je laisserai chacun, et particulièrement aux spécialistes des finances, juger de la modernité de cette nouvelle nomenclature. Voilà, donc il s'agit de valider ces règlements budgétaires. Avez-vous des questions? Des votes contre? Des abstentions? Eh bien, c'est maintenant la place au grand moment de Monsieur Gonzalez, qui va se livrer à son exercice annuel préféré, de la présentation budgétaire. À toi la parole. Il faut déjà que je l'attrape. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois le compte financier unique. Jusqu'à présent, il y avait le compte de gestion et le compte administratif. Désormais, avec ce qui a été présenté précédemment, le règlement budgétaire et financier, il y a un compte financier unique qui est évidemment visé par les deux parties, que sont la trésorerie et la mairie, pour être d'accord sur, évidemment, le contenu de ces comptes. C'est assez difficile à présenter. Comment se présente le compte financier unique? Il se présente avec les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, évidemment, de façon à ce qu'on puisse retrouver l'ensemble des dépenses et recettes de l'exercice, et également, ce qui est assez intéressant, en page 13 notamment, le bilan dont on parle assez rarement. C'est d'ailleurs dommage qu'on en parle assez rarement, mais dans la réalité, le compte financier unique, c'est à la fois un bilan, c'est-à-dire l'état du patrimoine de la commune, et l'état du résultat de la commune, qui est la réalisation budgétaire.
Donc j'essaie moi-même de le mettre à mon écran, ça sera plus facile que là-bas. Voilà. Ceux qui n'y voient pas se rapprochent. Je ne sais même pas à quelle page on est là-bas, donc c'est ça qui est bien. Ouais, je te remercie. Je remercie. Je l'entends dans le micro. Donc ici, vous avez la réalisation avec les prévisions budgétaires en investissement et en fonctionnement, et les recettes réalisées, les restes à réaliser. Donc je ne vais évidemment pas vous commenter toutes les lignes, d'abord parce que vous l'avez reçu, et ensuite parce que c'est assez touffu, et que je crains que l'ambiance soit un peu plombée à la fin de la lecture. Je souhaiterais quand même, avant que l'on parle plus précisément des éléments budgétaires, vous présenter donc la page 13, si tu peux aller jusqu'à la page 13, voilà. Ce qui va vous changer un petit peu, c'est histoire de gayer un peu la présentation. C'est donc le bilan synthétique en milliers d'euros, je vous précise quand même. Là, tu n'es pas à la page 13. Non, tu bouges pas. Bon, c'est pas grave. Donc, nous avons des fonds propres pour 26 989 000 euros dans la commune, qui se répartissent de l'autre côté en actifs immobiliers pour 29 millions d'euros, en actifs circulants pour 1 489 000 euros, pour un total de 31 millions de total d'actifs. Donc les capitaux propres font 26 989, comme je l'ai dit, des dettes financières pour 3 700 000 euros, qui correspond à ce qu'on a annoncé évidemment dans le rapport d'orientation budgétaire, et des dettes non financières pour 493 000 euros. C'est intéressant parce que qui dit que la mairie a 29 700 000 euros d'investissement en cours, il faut se représenter ce que ça veut dire. C'est-à-dire, nous avons pour ça plusieurs biens, évidemment des bâtiments, des routes, des terrains, un certain nombre d'opérations mobilières. Voilà, tout ça, c'est l'actif de la commune. On en parle rarement, c'est pour ça que je prends le plaisir de le faire maintenant, parce qu'on l'oublie un petit peu. On parle tout le temps des variations du patrimoine à travers le résultat, mais pas souvent de ce qu'a accumulé la commune au fil du temps. Évidemment, dans tout ça, pas grand-chose n'est cessible, donc c'est un patrimoine qui a vocation à rester. Il y a peu de gens qui voudraient acheter les routes de la commune, hein, je vous rassure. Donc concrètement, c'est l'ensemble de notre patrimoine, ce que la commune a dépensé depuis qu'elle existe. Voilà. Enfin, a investi depuis qu'elle existe, sous réserve évidemment des amortissements qui ont été pratiqués. Voilà pour le petit commentaire sur ce schéma. Le compte financier unique, on le verra plus précisément tout à l'heure à travers la partie résultat et le comparatif entre le budget et le réalisé. Si on va au réalisé, on va retrouver bien entendu les chiffres que je vous présenterai tout à l'heure dans le budget. On a des dépenses de fonctionnement par chapitre qui représentent 1 077 000 euros en charge à caractère général, 1 972 000 euros, j'arrondis bien sûr, au chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, 332 000 euros en autres charges courantes, 77 000 euros en charges financières et 4 000 euros ce qu'on appelle des charges spécifiques. Voilà pour les dépenses réelles. Alors, il n'y a pas de dépenses irréelles, bien sûr. Je rappelle juste que dans les budgets municipaux, il y a en réalité deux budgets qui sont étanches l'un par rapport à l'autre, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc il y a ce qu'on appelle des opérations d'ordre, notamment de transfert entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, et c'est ce qui explique qu'il est parfois compliqué et on le reverra tout à l'heure, d'exprimer ce qu'est le total du budget municipal, puisqu'il y a à la fois des dépenses d'un côté qui sont des recettes de l'autre. Si on additionne, ça fait 2 fois la même somme. Donc en tout cas, on a un total des réalisations de l'année en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement 2025 de 5 94 143. En recettes de fonctionnement, au total, les recettes réelles sont de 5 240 000 qui se répartissent, on va dire les plus essentiels, en fiscalité locale pour 2 402 000 euros, en impôts et taxes pour 292 000 euros, en dotation et participation de 968 000 euros. Donc les dépenses réelles
sont de 3 942 000, on va dire, sachant que nous avons la particularité d'avoir transféré en 2024 et 2025 des opérations de fonctionnement vers l'investissement dues à l'application de la M57, où il a fallu retrouver les opérations de cession antérieures et qui nous ont amenés à devoir régulariser des opérations parfois très antérieures dans les comptes, ce qui expliquera ce que je vous montrerai tout à l'heure dans le budget 2026. Donc le total des recettes de fonctionnement est de 5 242 000 euros, ce qui nous fait un résultat de 148 000 euros. En dépenses d'investissement, nous avons réalisé le total des dépenses d'équipement pour 2 282 952 euros, qui comprennent, auxquels s'ajoutent les remboursements d'emprunt de l'année de 266 000 euros. Et j'essaie de lire le tableau ligne à ligne, ce qui n'est pas évident. Soit un total de dépenses réelles d'investissement de 2 550 000 euros. Pour les recettes d'investissement, je vais vous lire les essentiels. Nous avons le remboursement de la TVA. Je précise que la commune paye la TVA comme n'importe quel contribuable, mais que l'État lui reverse cette TVA, moins un petit pourcentage de fonctionnement de l'État. Et donc on le perçoit, mais une année plus tard. C'est-à-dire que dans notre budget, on le dépense en année N, donc par exemple 2025, et on percevra l'équivalent de la TVA qu'on a payé en 2025 sur les investissements en 2026. Donc l'année dernière, nous avons perçu 200 000 euros de compensation de la TVA. Je cherche des choses intéressantes à vous dire. Et des dotations et fonds divers et réserves de 725 000 euros. Et nous le savons, nous avons financé par emprunt l'année dernière 1 180 000 euros qui a pour vocation de financer une part de la voirie et une part de la construction de la maison culturelle. Je précise que dans un budget municipal, l'emprunt n'est pas fléché. En fait, comme vous le voyez, il sert à financer les investissements d'une manière générale. Donc, on équilibre un budget d'investissement par l'emprunt lorsque c'est nécessaire. Est-ce que sur la présentation de ce CFU, il y a des questions ? Donc, monsieur le maire nous quitte provisoirement. Non. Mais c'est pas moi qui les écris. Non, c'est ta vue qui baisse. Ouais, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir mettre donc ce nouveau document, ce compte financier unique, au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Eh bien, écoutez, ce compte financier est adopté. Alors, merci beaucoup. Merci pour lui. Profitez pour téléphoner. C'est voté, il n'y a pas de surprise, tout va bien. Bien, donc le point suivant, c'est toujours la parole à Monsieur Gonzalez. Le résultat qui a été voté, il convient maintenant de l'affecter. Alors, nous avons un résultat en section de fonctionnement, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'excédent évidemment des recettes sur les dépenses. Ce résultat de fonctionnement qui fait donc 148 340 euros, c'est un résultat toutes dépenses et toutes recettes confondues, y compris les opérations d'ordre, ce qui est important, parce que je vous ai expliqué qu'il y a eu pas mal de transferts du fonctionnement vers l'investissement, ce qui expliquera tout à l'heure ce qu'on voit là d'ailleurs, le solde d'exécution de la section d'investissement qui est très important. Donc le résultat net de l'exercice est de 148 340 euros. Lorsqu'il arrêtera de bouger, ça sera plus facile.
Je vous propose d'affecter ce résultat en report de fonctionnement, puisque nous constatons un solde d'exécution de la section d'investissement largement positif, avec un solde cumulé de 822 644 €, auquel on retire les restes à réaliser. Les restes à réaliser, ce sont des opérations qui ont été initiées en 2025, mais qui n'ont pas été payées en 2025. Elles concernent à la fois des recettes et des dépenses, le net faisant 66 274 € de dépenses. Donc on a un excédent de la section d'investissement de 822 644 moins 66 000 €, et donc un besoin de financement nul. On ne constate pas l'excédent de la section d'investissement, puisqu'il doit rester en section d'investissement. Donc tout simplement, l'indication F, la besoin de financement, c'est lorsque le solde d'exécution et le solde des restes à réaliser est négatif, on doit obligatoirement couvrir ce besoin de financement par le résultat de fonctionnement. Donc, comme je vous le disais, comme nous n'avons pas de besoin spécifique à investissement, on a un report important. Je vous propose d'affecter en réserve de fonctionnement, c'est pas écrit ici, voilà, dans 0 en investissement, et donc 148 340 € en report de fonctionnement, dit R002 dans la nomenclature. C'est joli. Un total affecté qui correspond de façon tout à fait surprenante au résultat lui-même, soit de 148 340 € et 97 centimes. Merci, bravo, Monsieur Gonzalez, pour cette concordance. Y a-t-il des questions sur cette affectation du résultat? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bien, je vous remercie. Le point suivant porte sur le taux de la fiscalité locale. Alors vous savez que depuis 2020, la taxe d'habitation, qui était notre principale source de revenus, a été supprimée, si ce n'est pour les résidences secondaires. Donc nous avons chaque année une augmentation dite des bases qui impacte le revenu qu'ensuite nous avons au niveau de la commune. Toutefois, les dépenses, vous l'aurez noté, particulièrement ces derniers temps, en termes de carburant, en termes de matière, enfin voilà, tout augmente, l'inflation augmente et notre population aussi. Et si nous souhaitons maintenir un niveau de service que nous offrons actuellement à notre population, il convient de mettre notre taux de fiscalité au niveau de l'inflation, en tenant compte de l'augmentation, bien sûr, déjà des bases. Donc, ce que je vous propose, et que je mets au débat, bien sûr, c'est que les taux de fiscalité locale soient relevés de 1%. Je dis bien 1%, pas 1 point. Voilà. Le tout permettant simplement, j'allais dire, de maintenir notre train de vie, pour le dire improprement, M. Gonzalez me corrigera sûrement cette expression, sachant que, encore une fois, il y a un effet ciseau, puisque nous sommes, je le redis, bloqués en termes de dotation sur un calcul qui a arrêté notre population en 2018. Et chacun sait que notre population n'a pas arrêté de croître en 2018. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Un contre, des abstentions? Pas d'abstention. Pardon, c'est 1 ou 2? Pardon, oui, 1, mais plus, voilà, ça fait plus le pouvoir. Ouais, on met le présent, mais on va compter le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Vous souhaitez expliquer votre vote contre, M. Madère? Non, toujours tout. Mais ça marche pas. C'est les réseaux sociaux. Par contre, on t'entend.
Donc je pense tout simplement, et nous pensons que dans l'opposition, nous, qu'il n'est pas très bienvenu d'augmenter, en fait, vu la conjoncture actuelle, des choses encore de 1% sur notre commune, quoi, tout simplement. C'est pour ça que nous nous opposions à cette augmentation. Voilà. J'entends, voilà. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas de gaieté de cœur avec enthousiasme qu'on propose, mais simplement, ça nous permet juste de maintenir ce que nous offrons à notre population. Voilà. Je comprends bien sûr. Mais voilà. D'autres remarques? On a déjà voté, Monsieur Cabezas, mais allez-y. Simplement une précision sur le taux de nos impôts locaux qui est beaucoup plus bas que dans d'autres communes, d'une part, et d'autre part, du fait qu'ils sont beaucoup plus bas, l'État nous sanctionne, puisque la dotation générale de fonctionnement est baissée pour la commune de Ludon parce que nous ne demandons pas assez à nos administrés. Voilà, il faut le savoir. Oui, précision très utile parce que c'est des choses qui souvent ne sont pas connues. C'est vrai que l'administration des impôts estime que tant qu'on n'a pas pressuré au maximum nos concitoyens, eh bien, c'est pas la peine de nous en donner beaucoup. Il faut d'abord commencer par pressurer nos concitoyens pour qu'on nous en donne. Pour résumer ce que tu as dit et qui est tout à fait exact. Pardon, je vais le présenter autrement. C'est que la collectivité nationale n'a pas à payer pour les communes qui ne prendraient pas assez d'impôts, c'est proportionnellement aux autres. On peut le voir aussi comme ça. C'est-à-dire que ce qui n'est pas reversé par l'État, c'est uniquement pour... Non, mais c'est la même chose dit autrement. Mais la version de l'État, c'est que la collectivité nationale ne paye pas pour les endroits où on ne prend pas assez d'impôts. C'est tout. Nous, on a la volonté depuis... Exactement. Donc la précision est importante parce que c'est une volonté municipale depuis très longtemps d'avoir un taux d'impôt qui est quand même pas mal plus faible que nos voisins, voire les strates de notre commune. Donc les autres l'augmentent aussi, hein, mais on reste en dessous. Donc l'idée c'est qu'effectivement on doive quand même assurer l'évolution de notre taux d'impôt pour assurer l'augmentation. Et juste pour que vous l'ayez en tête, ça représente une augmentation de 20 000 euros au niveau des recettes fiscales de l'ensemble de la commune. Bien. Voilà, bon, c'est des précisions, c'est utile aussi de faire un petit peu ces précisions-là et un peu de pédagogie. Monsieur Gonzalez, c'est à vous pour la suite. Le morceau de choix, le plat principal de la soirée. On n'a pas voté les taux. On les a pas votés, pardon, parce qu'il me semble qu'on les... Non. Si, on les a votés. Non, on a voté 20%. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a recontinué le débat après, mais moi je suis pas fermé à ça. Si, on a voté. Voilà. D'accord, pardon. Excusez-moi, monsieur le maire. Non, c'est parce que j'avais demandé à monsieur Madère s'il souhaitait s'exprimer, Oui. et monsieur Cabezas a reprécisé. Non, on revote pas de... Donc, le budget primitif, à toi la parole. Alors, les propositions budgétaires pour 2026, le fonctionnement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne retrouve pas exactement ce total parce que j'essaie qu'il soit cohérent, donc on n'est pas à la fois d'un côté les dépenses et de l'autre les recettes d'investissement. Ça fait quelque chose de net, quoi, en fait, si vous voulez. Donc le fonctionnement représente 4 170 949 euros, soit 61% du total budgétaire. Nous aurons à voter par chapitre. Je précise que dans notre strate de population, nous sommes encore soumis au vote par chapitre et pas par compte. Le jour où nous voterons par compte, les difficultés arriveront. Je ne suis pas sûr d'être encore là, ça m'arrangera. Parce que ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'on vote un chapitre, il n'y a pas de notion d'affectation au compte que vous voyez là. En gros, on peut avoir des comptes négatifs et des comptes positifs dans la limite du montant voté en chapitre. Ce qui a l'intérêt de ne pas devoir ajuster en permanence par des décisions modificatives les comptes
qui se verrait inférieur à la réalité. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 2 ans, quand on n'avait pas complètement pu prévoir l'augmentation brutale de l'énergie, on aurait été négatif en énergie. Il aurait fallu revoter spécifiquement le compte correspondant. Parce que derrière chaque ligne qui est à l'écran, vous avez des comptes, c'est une comptabilité. Et donc le chapitre 11 sont les charges à caractère général dans lequel il y a l'énergie, le chauffage, etc. Donc pour être simple, j'ai pas mis tous les comptes, sinon ça serait un peu long d'abord et ensuite pas très lisible. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on présente à peu près régulièrement les comptes les plus importants du chapitre. Donc je vais juste en commenter quelques-uns, évidemment répondre aux questions si vous en avez. Compte tenu du contexte que tout le monde connaît, il suffit d'allumer la radio tous les matins, on ne sait pas trop où on va aller sur l'énergie et sur d'autres dépenses d'ailleurs, puisque il ne faut pas oublier que l'énergie est une base de beaucoup d'autres prix. Donc nous avons été prudents à nouveau, si l'on voit le budget 2025, le réalisé 2025 et la proposition 2026 sur l'énergie, vous voyez qu'on aurait pu dire on va budgéter moins en 2026 que l'on avait budgété en 2025, puisqu'il y avait une baisse. On avait budgété 146 000 euros et on en a dépensé que 120 000. Or, on a quand même budgété 130 000. C'est la même chose pour le chauffage. On a maintenu le budget qui avait été prévu en 2025, alors même que nous avons dépensé beaucoup moins dans le cours de l'année. Le carburant, vous comprenez qu'énergie, chauffage et carburant, c'est à peu près la même source. Donc, on a décidé de maintenir un peu cette prudence parce qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Et on espère que ça se calmera assez vite. Sur les fournitures scolaires, c'est le budget qui est présenté par les écoles, qui est donc différent d'une année à l'autre. Vous voyez que l'année dernière, il était prévu à 21 000 euros, la réalisée a été 18 000, et donc ils ont proposé un budget à 16 000. Petite précision sur les contrats et prestations qui étaient budgétés à 150 000 et qui ont été réalisés à 183 000. Vous voyez que si nous avions voté par ligne, on aurait dû corriger dans le courant de l'année 2025 la ligne contrat de prestation. On a augmenté cette ligne puisqu'il y a de plus en plus de contrats de prestation dans la mesure où il y a un élargissement de nos surfaces traitées. On va dire qu'on a récupéré des zones, notamment des espaces verts. Voilà, merci, c'était ça qu'il fallait dire. Je te remercie. Des espaces verts dans le cadre communal, et donc il faut les entretenir. Et évidemment, l'important, c'est qu'ils soient entretenus régulièrement, et donc il est nécessaire de faire appel à des contrats de prestation. Il y en a d'autres, des contrats de prestation, pour des entretiens notamment. Donc on a chiffré à peu près sur l'année 2026 le besoin à 200 000 euros. Sur le reste, il n'y a pas grand-chose de différent. Il y a une grosse ligne en bas qui s'appelle « Autres dépenses générales ». C'est dans tous les autres comptes qui concernent le chapitre 11. Et vous voyez qu'il est assez régulier puisque nous avions budgété 255 000 euros, dépensé 253 000 et nous budgétons 260 000. Concrètement, on est à peu près régulier sur ces comptes-là qui ont individuellement beaucoup moins de poids. Donc un total du chapitre 11, si vous reprenez le CFU qu'on a lu tout à l'heure, vous voyez bien que le chapitre 11 en réalisé était bien 1 077 518 l'année dernière. Il est proposé à 1 122 478, donc un peu inférieur en fait au budget prévu en 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre ? Je ne sais pas si je vais innover, je propose qu'on vote les chapitres les uns après les autres pour éviter d'y revenir dans un deuxième temps. Ça sera peut-être plus sympathique pour les auditeurs. Pardon ? D'accord, donc tu veux qu'on y revienne après. Ok, allons-y, alors continuons. Le chapitre 12, qui sont les charges de personnel et frais assimilés. La ventilation de ce chapitre n'a pas en soi une grande importance pour le lecteur. Ce qui compte, c'est celui qui est en bas. Nous avions budgété 2 024 000 euros, réalisé 1 972 709 euros. Et nous budgétons 2 068 000 euros. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire,
l'année dernière, nous savions que nous récupérions la compétence de la police municipale, mais c'était difficile de savoir exactement à quelle époque les effectifs seraient complets. Donc l'ensemble du budget n'a pas été réalisé, puisque le deuxième policier municipal est arrivé en cours d'année. Il y a ensuite une augmentation assez significative des charges sociales à la fois en 2025 et à nouveau en 2026, qui justifie au final un budget proposé en 2026 équivalent au budget proposé en 2025 et légèrement supérieur à celui qui a été réalisé en 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur le chapitre 12 ? Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, qui concerne à la fois les indemnités des élus, les cotisations sociales correspondantes, le versement de la municipalité au CCAS, les autres contributions qui concernent les contributions qui sont faites à la CDC au titre des prestations qu'elle rend pour notre compte, les subventions aux associations et d'autres dépenses, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus modestes. Les points importants sont que, en réalité, les indemnités ne changent pas beaucoup. Le CCAS propose un budget à la commune et nous veillons à ce que les dépenses affectées au budget municipal du CCAS soient bien les recettes au budget du CCAS. Donc c'est bien le cas. Les autres contributions, on les évalue aussi en fonction de ce que l'on pense, notamment reverser au titre de la petite enfance, par exemple. La subvention aux associations, point important, ce budget est maintenu depuis de nombreuses années maintenant. Vous voyez qu'en 2025, il a été quasiment consommé. Comment ça fonctionne, pour que l'on comprenne bien? Donc, on budgète 50 000 euros. Les associations, évidemment, remettent des demandes qui sont justifiées par des budgets prévisionnels également. Et la particularité de Ludon, c'est qu'il y a des subventions supplémentaires qui sont accordées en fin d'année, essentiellement, aux associations qui participent à la vie municipale et qui assurent le fonctionnement de certaines fêtes ou certaines animations. C'est important, ça évite aussi de devoir tout simplement payer des prestataires extérieurs, ce qui serait le cas, et c'est plus... historiquement, Ludon a trouvé toujours plus malin de rémunérer un petit peu plus les associations qui participaient à la vie municipale. Est-ce qu'il y a des questions sur le chapitre 65 ? Voilà. Donc, le transfert entre sections, joie et bonne humeur, des charges financières et spécifiques. Bon, spécifiques, c'est des charges exceptionnelles qui sont liées à des calculs, notamment de reprise de provisions de subventions d'investissement. Bon, c'est assez technique, peu importe. On constate en tout cas que les intérêts et les charges financières sont assez régulières d'une année sur l'autre. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a réparti autrement les investissements, qu'on a bénéficié, il faut le dire comme tout le monde, de taux d'intérêt assez faibles les 2 dernières années où nous avons dû réaliser des emprunts et qui ont remplacé des emprunts antérieurs qui, eux, avaient des taux beaucoup plus importants. Donc on a une relative stabilité des intérêts qui représente à peu près 80 000 euros en moyenne par an. La dotation aux amortissements, c'est ni plus ni moins que la part d'utilisation des investissements que l'on a fait les années précédentes. Comme on a fait des investissements significatifs, je ne dis pas dans quel secteur, c'est-à-dire que vos collègues ne se sentent pas visés, mais nous, on constate effectivement une augmentation assez importante des amortissements, notamment par rapport au réalisé 2025, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure de façon un peu différente, mais le reclassement qui a eu lieu en fin d'année 2024 et en 2025 ont entraîné beaucoup moins de dotations aux amortissements réalisés en 2025 que ce qui avait été initialement calculé par notre joli logiciel. Donc on revient à une situation normale en 2026 avec une dotation de 472 000 euros. Dernière précision à ce sujet, les dotations aux amortissements font partie, et c'est pour ça que ces transferts entre sections, c'est bien une charge de la section de fonctionnement que vous avez donc en moins du résultat de fonctionnement, mais qui est transférée en recette d'investissement, puisque évidemment
les investissements. Les amortissements concernent les investissements. Nous avons prévu non pas de bloquer, mais d'affecter une partie d'ores et déjà de notre budget de fonctionnement à l'investissement en virement de section pour 80 000 euros. Alors, quand je dis que ça n'est pas bloqué, je disais tout à l'heure qu'il y a étanchéité entre les budgets d'investissement et de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une fois que la somme est dans le budget d'investissement, elle ne peut plus remonter en budget de fonctionnement. En revanche, celle-là n'est pas affectée au budget d'investissement, elle est juste isolée pour pouvoir financer les investissements. Si nécessité il y avait, on pourrait là, effectivement, par une décision modificative, modifier ce montant. Est-ce qu'il y a des questions sur les transferts entre sections? Est-ce que vous êtes réveillé? Est-ce que vous êtes réveillé? Oui. Oui, j'en doute pas. Donc voici le vote par chapitre que je voulais anticiper tout à l'heure. Merci Caroline. Les dépenses de fonctionnement. Donc je vais vous demander cette fois de bien vouloir vous prononcer sur le chapitre 11, charges à caractère général, pour 1 122 477 € et 82 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Chapitre 12, charges de personnel, 2 068 euros, pardon, 2 068 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'atténuation de produits dont on n'a pas spécifiquement parlé dans la présentation de 4 000 €, bon, juste un petit mot, c'est ce que l'on prévoit comme produit théorique que l'on rend. Il faut créer une ligne, donc on la crée puisque sinon on ne pourrait pas affecter cette dépense. Autre charge de gestion courante, le chapitre 65, 338 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je suis passé un peu vite, du coup, qui est contre et qui s'abstient de l'atténuation de produits? Il faut quand même la voter. Les charges financières pour 82 558 € et 23 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? 67, les charges exceptionnelles pour 3 000 €, ce qui fait le total de ce que je vous ai présenté tout à l'heure à 85 558 €. Pour les 3 000 €, qui est contre? Qui s'abstient? Même remarque que tout à l'heure, des charges exceptionnelles par définition, ça ne se budgète pas, sauf que si on ne le budgète pas, on ne pourra pas les affecter. Donc il faut prévoir quelque chose. Virement de la section d'investissement, 80 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Et les opérations d'ordre entre sections pour 472 313 € et 9 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est quand même plus difficile sur cette ligne-là, effectivement. Je vous remercie pour les dépenses de fonctionnement. T'as pas fini, il reste 3. Ça va aller un peu plus vite sur le recette de fonctionnement. Donc le résultat reporté, tout à l'heure on a affecté le résultat comme on avait bon espoir que vous acceptiez l'affectation, sinon on aurait modifié le vote du budget bien entendu. L'affectation du résultat 2025 est bien affectée aux recettes de fonctionnement pour 2026, soit 148 341 €. Les produits de service qui correspondent à ce que encaisse la commune au titre des prestations qu'elle rend, l'école de musique, les locations de terrain, etc. 118 000 €, 409. Qui est contre? Qui s'abstient? Impôts et taxes, en attente du 1259, mais c'est au moment de la présentation, parce que là on ne l'attend plus. Le 1259, c'est l'imprimé fiscal qui permet de répartir les produits et pour lesquels vous avez voté les taux tout à l'heure. Donc on attend des impôts et taxes pour 2 777 000 € et 84 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les dotations et subventions que nous attendons pour 939 000 € et 77... Bah, je mets des virgules, il ne faut pas. 930 000 € 77. Qui est contre? Qui s'abstient? Et les autres produits pour 188 000 € 38. 188 38 €, je vais y arriver. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour les recettes de fonctionnement. Passons maintenant aux investissements.
C'est bon à voter en fait. J'ai fait plus vite. Les investissements qui représentent 39% de notre budget total en 2026 à 2 669 000 euros. C'est un budget qui est plus ou moins variable en fonction de ce qui est prévu sur une année, mais qui reste toujours dans ces alentours-là, entre 2 et 3 millions d'euros, qui est le besoin annuel d'investissement. Nous vous proposons pour 2026, alors les chiffres qui ne sont pas ronds sont liés au fait qu'un budget s'est équilibré en recettes et en dépenses, et qu'à un moment donné, quand on connaît l'un, il faut viser l'autre. Donc nous vous proposons en voirie et réseau 682 173 euros. En école, c'est-à-dire pédagogie et équipement, 91 550 euros. En environnement et urbanisme, 224 992 euros. Qui concerne, c'est une ligne qui est assez rare en réalité, qui concerne la fin du PLU et la fin de l'aménagement de la gravière de Paloumet. Quand on les a lancés, il faut bien finir de payer quand même. Donc c'est sur un budget 2026. Sport, culture, animation pour 66 800 euros. Il y a beaucoup plus de dépenses de fonctionnement dans ces domaines-là qu'il y a de dépenses d'investissement. En bâtiment, 1 228 083 euros. J'ai beaucoup hésité à le présenter entre bâtiment et animation culture, parce que évidemment l'essentiel de ce budget, c'est la maison culturelle. Donc ça reste un bâtiment qui est budgété pour 1 228 000 euros. L'administration générale, il en faut aussi, on achète parfois des ordinateurs et autres matériels pour 50 000 euros. Les remboursements d'emprunt, bah oui, on est comme tout le monde, quand on nous prête, il faut rembourser. Donc on rembourse cette année du capital d'emprunt pour 310 648 euros. Et le virement de section pour 14 994 euros. Soit un total de 2 669 240. Donc comme tout à l'heure j'avais anticipé, je reviens à la bonne orthodoxie. On va voter par chapitre. Remboursement d'emprunt. Alors, c'est pas tout à fait le même chiffre parce qu'il y a un calcul d'intérêt couru. C'est un peu plus compliqué, mais enfin, globalement, ça fait 311 447,73. Qui est contre? Qui s'abstient? Il vaut mieux, les banquiers seraient pas contents. En immobilisation incorporelle, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher, hein, simplement les études, les logiciels, ces choses-là. Évidemment, les logiciels ne coûtent pas aussi cher, c'est essentiellement les études. Donc 181 859 euros et 81 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Les immobilisations corporelles sont celles que l'on peut toucher, mais qui sont finies. 737 580,75, c'est ce que l'on prévoit d'avoir fini dans l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous aurons ce que nous avons actuellement, une immobilisation en cours, qui est essentiellement, comme je vous l'ai dit, vous reconnaissez le montant, la maison culturelle, mais il y a évidemment d'autres choses. Éléments qui sont en cours de réalisation et dont on ne sait pas, même si c'est prévisionnel, qu'elle sera finie en 2026. Donc il y aura un passage de l'un à l'autre, mais c'est automatique. 1 424 158 euros et 13 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Les opérations d'ordre et de transfert pour 1 978 euros et 17 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Et les opérations patrimoniales pour 12 215 euros et 83 centimes. C'est des opérations d'ordre. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour nos dépenses d'investissement de l'année 2026. Courage, il ne reste plus grand-chose. Il nous reste les recettes d'investissement, mais c'est quand même important. Il vaut mieux en avoir. Donc nous retrouvons le virement de la section de fonctionnement qui finance les investissements de façon prévisionnelle pour 80 000 euros. Les amortissements qui sont également le transfert dont on a parlé tout à l'heure de 472 313 euros. Les dotations et réserves qui sont d'1 193 548, c'est-à-dire les reports que l'on a vu tout à l'heure, plus des dotations spécifiques qui sont demandées
et qui nous sont accordés évidemment pour 1 193 548 €. Des subventions qui ne sont pas la même chose que les dotations, qui sont spécifiques à des actions ou à des demandes particulières pour 323 379 €. Et la dernière ligne qui est, nous vous proposons de souscrire un emprunt de prévoir de souscrire un emprunt pour 600 000 €. La particularité de cette année, c'est que j'ai appelé ça les bâtiments musicaux. En fait, nous sommes obligés, pour bénéficier d'un contrat notamment postal intéressant, d'accélérer ce qui était prévu dans le mandat, donc de faire bouger pas les bâtiments, mais ceux qui les utilisent. Et donc ça demande un certain nombre de travaux qui n'étaient pas initialement prévus dans le budget, ce que nous avions prévu en budget avant de vous le présenter. Et donc pour l'équilibrer, il sera très probable qu'il y aura besoin d'un emprunt. C'est pas forcément ce montant-là, mais en tout cas c'est celui qui équilibre le budget. Voilà, donc le total évidemment égal aux dépenses prévues de 2 669 240 €. Donc les subventions d'investissement pour 323 378 € et 87 centimes, qui est contre, qui s'abstient. Les emprunts et dettes assimilés 600 000 €, qui est contre, qui s'abstient. Les dotations fonds divers et réserves pour 358 588 €, qui est contre, qui s'abstient. Le virement de la section de fonctionnement, je ne vous demande pas votre avis, puisque vous l'avez déjà voté dans l'autre sens, donc il faut bien le mettre dans celui-là quand même. Sinon, ce sera embêtant. Les opérations d'ordre, on a gagné une ligne aussi, parce que comme on l'a voté de l'autre côté, on l'a également. Les opérations patrimoniales pour 12 215 € et 83 centimes, qui est contre, qui s'abstient. Et il en reste qu'un, c'est toujours le dernier, le solde d'exécution positif reporté de 822 644 € et 83 centimes. Pour ceux qui voudraient vérifier, c'est 544 ou 544, pardon. C'est évidemment ce qu'il y avait tout à l'heure dans l'affectation du résultat. Donc, qui est contre, qui s'abstient sur le solde d'exécution, ça m'étonnerait. Donc un total de 2 669 240,42. Je vous remercie pour les recettes et donc le budget est voté pour 2026. Il est non seulement voté, Monsieur Gonzalez, mais adopté. Ce qui est plus important. Il est adopté. Voilà. Ce qui est bien, parce qu'il Il cherchait son adoption, donc de il l'a toute manière, trouvé. il est voté. Juste deux petits mots pour te remercier, ainsi que les services, Madame la DGS notamment, pour le travail accompli, parce que c'est jamais facile, on présente ça comme ça ici en quelques minutes, mais c'est vraiment un travail de fond sur toute l'année, à la fois dans l'élaboration et dans le suivi. Donc voilà, un grand merci à vous qui avez mis en place et préparé ce budget. Deuxième petite note technique, je vais vous faire passer à toutes et tous 2 documents à signer. Donc il s'agit simplement comme de signer le document concernant le CFU et le budget primitif. Voilà, c'est simplement comme quoi vous étiez là et que vous avez assisté au débat. Donc je vais vous faire passer ces 2 documents le temps que les débats se poursuivent avec les délibérations concernant l'urbanisme et notamment les cessions de parcelles communales à la communauté de communes Médoc-Estuaire. Je passe la parole à Madame Vallier. Qu'est-ce qu'il faut faire, Vallier? Dans le budget, il faut que tu autorises, que concernant la cybersécurité, la fongibilité des crédits. C'est ce qu'elle avait mis tout à l'heure. Pardon. J'ai été trop vite. Voilà. Alors attends, parce que là... Alors, où est-ce qu'elle est? Oui, pardon, je vous ai fait voter le budget, mais j'ai un autre attendu que je devais vous faire voter dans la même délibération que je n'ai pas précisé. C'est l'autorisation de pouvoir procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre au sein de chacune des sections dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section concernée. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu. Voilà, si tu dis comme ça, tu vas expliquer plus pédagogiquement. Ça permet aux trésoriers, ça nous permet plus exactement, de pouvoir
fonctionner, alors c'est fongibilité, le nom est clair pourtant, mais sans voter à nouveau une décision modificative, de dire simplement que les comptes étant de même nature, la somme peut être transférée d'un compte à l'autre. Alors ça n'a évidemment pas de vocation à ce que le vote du Conseil ne soit pas respecté, mais uniquement des problèmes techniques, notamment entre les comptes 20 et 21. c'est important. Donc on doit pouvoir gérer cette fongibilité parce qu'on s'est retrouvé un peu coincé les années précédentes et être obligé de faire une décision modificative au dernier moment parce que le trésorier nous disait là c'est pas possible, on peut pas le faire. Donc il faut voter tous les ans. On pensait que l'avoir dit une seule fois suffisait, mais en fait, il faut le voter tous les ans. Oui, exactement. Et ça m'était, je l'avoue humblement, ça m'était passé par-dessus, sachant que le 7,5% était le législateur a estimé que en dessous ça allait, mais qu'au-dessus ça pouvait constituer, je vais pas dire quelque chose d'insincère, mais en tout cas qui ne respectait pas le vote et donc qui exige comme tu l'as dit, une délibération budgétaire modificative. Voilà, donc je repasse aux voix avec cette précision donc qui donnera d'ailleurs de la souplesse sur le fonctionnement bien sûr. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc je repasse ce coup-ci pour de bon la parole à Madame Vallier pour les sessions de parcelles communales à la communauté de communes Médoc-Estuaire. Eh bien, merci Monsieur le maire. Alors c'est une première délibération au niveau des autres conseils municipaux. Prochains, vous en aurez d'autres du même style. Donc, il vous est proposé de se prononcer sur la cession de 2 parcelles du domaine privé de la commune au bénéfice donc de la communauté de communes Médoc-Estuaire. En effet, si vous voulez, suite à de nombreux travaux qui ont été réalisés, notamment la cartographie de zonage de l'eau potable, les diagnostics eau potable et assainissement, on a mis en évidence que certains des ouvrages n'appartenaient pas, n'étaient pas dans le patrimoine de la communauté de communes et devaient y aller. Alors il y a 2 solutions, soit c'est la cession de la parcelle, soit on peut faire des conventions d'occupation. Pour les 2 parcelles qui nous intéressent, on va prendre la communauté de communes nous a demandé de faire une cession. Donc ces 2 parcelles, sur ces parcelles, on va trouver en fait des postes de relevage pour l'assainissement. Donc la parcelle AX 116 est située dans chemin de Noël au Boréal et à une superficie de 22 mètres carrés. La seconde parcelle, l'AY 231, est située rue du Château d'Agassac à la Taste et à une superficie de 90 mètres carrés. Donc ce sont ces 2 parcelles que l'on se propose de céder à l'euro symbolique, à la CDC, et on a contacté évidemment les domaines qui n'ont pas donné d'observation. Voilà. Donc en fait, on a émis un avis favorable à cette intégration. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? C'est un peu compliqué, j'admets, mais bon. C'est une obligation, il faut en fait que la communauté de communes soit propriétaire des parcelles sur lesquelles sont situés donc les ouvrages qui concernent l'eau et l'assainissement. Et donc on a plusieurs quais de compétences communautaires, bien sûr. Écoutez, on va le mettre au vote. Si vous n'avez pas de questions, qui s'abstient, qui vote contre? Eh bien, je vous remercie pour ces 2 petites parcelles. Le point suivant porte sur un bail de mise à disposition de terrain pour l'antenne Totem et une autorisation de signature. Madame Vallier, c'est encore à vous. Oui, donc on a effectivement une antenne qui est située au niveau du stade. Le bail de cette antenne arrive à échéance en 2027 et après plusieurs réunions de travail avec M. Ducamp, M. Montfort, M. Dezen et l'opérateur Orange, Action et Orange, on nous a indiqué qu'en fait ce pylône ne pouvait pas être supporté l'installation du module de la 5G. Donc on a cherché des solutions pour relocaliser une nouvelle antenne et en fait le choix s'est porté sur le parking du cimetière.
donc sur la façade nord, rue Gastaut. Et ce nouveau site a été sélectionné donc par nous-mêmes, mais surtout par les opérateurs Orange, puisqu'il nous fallait un emplacement stratégique qui nous permette de maintenir donc une couverture radio optimale pour toute la commune. Donc en fait, ce nouveau pylône treillis mesure 30 mètres de haut, comme celui que nous avons à l'heure actuelle. Alors la différence, c'est que en fait, étant donc en métal, comme un petit peu, c'est une petite tour Eiffel en fait qu'on va avoir. Il est donc transparent à la vue et il ressemble en rien à celui que nous connaissons. L'ancien pylône, effectivement, sera démonté dès que le nouveau sera fonctionnel. En fait, il y a un délai de 2 mois à peu près entre l'installation du nouveau et le démontage de l'ancien. Le bail va être effectivement reprécisé. Donc, dessus, on va noter que c'est sur la parcelle BM70 pour une surface de 60 mètres carrés. Ce bail a une durée de 12 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur et il est tacitement prorogé par période successive de 6 ans, dont le loyer annuel serait donc de 5 460 € net, toutes charges incluses, à compter de sa date d'entrée en vigueur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Michel ou Anthony, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Bon, écoutez, on va le mettre aux voix. Qui se prononce contre ce nouveau bail? Qui s'abstient? Bien, merci beaucoup. Bien, tu peux passer le micro à ton voisin pour une demande de subvention au conseil départemental sur les travaux de bordure caniveau d'assainissement pluvial pour la tranche de travaux chemin du Roi, rue de la Mairie. La parole est à monsieur Montfort. Merci, monsieur le maire. Oui, donc dans le cadre de la continuité de l'aménagement sécuritaire de la rue du Grand Communal, il est programmé des travaux d'équipement en bordure caniveau et l'assainissement pluvial sur le chemin du Roi. Donc nous pouvons prétendre à une subvention de 30% sur les 2 postes suivants, donc 30% de l'assainissement pluvial de 35 094 € et 60 centimes et 30% de 39 164 € et 40 centimes. Ce qui correspond à une demande de subvention auprès du département de 18 564 €. Voilà. Si vous avez des questions, qui est contre, qui s'abstient, merci. Je rends la parole à monsieur le maire. Non, ça marche pas. Bon, merci beaucoup. Et je passe, l'ordre du jour étant épuisé, n'ayant pas reçu de questions diverses, j'ai simplement quelques informations à vous donner. Vous informer que le CLI, qui est aujourd'hui le comité territorial de l'autonomie, nous demande un délégué donc qui n'est pas forcément à être voté, donc que j'ai désigné, et c'est madame Soltani qui a le bonheur de se succéder à elle-même, voilà. Donc sur cet organisme. Un petit point, mon collègue en a parlé tout à l'heure lors du budget, sur l'agence postale communale. Les affaires suivent leur cours. On a reçu de nouveau cette semaine les représentants donc de la Poste pour parler à la fois de l'installation et du fonctionnement. Les choses sont en train de se mettre en place pour d'ici la fin de l'année avoir l'installation, comme on l'avait annoncé, de cette agence postale communale. Je vous tiendrai bien entendu informé au fur et à mesure de l'évolution, sachant que il y aura un jeu, j'allais dire, de chaises musicales, je dis bâtiments musicaux, c'est ça, entre la police, la poste et l'école de musique. Voilà. Mais on reviendra plus en détail, si vous le souhaitez, sur les prochains conseils municipaux. Alors on peut vous, en gros, pour faire simple, la police va passer à la bibliothèque, la poste va passer à la police et la bibliothèque va passer à l'école de musique qui elle-même va passer dans ces nouveaux locaux. Voilà. J'essaie de dire de manière simple et claire. En complément des délégations des adjoints dont je vous ai fait part lors de la dernière réunion, je vous fais part aujourd'hui des délégations et des noms des conseillers délégués. Donc monsieur Ardevin sera délégué aux équipements sportifs et de loisirs, madame Bigot-Roussel au cadre de vie, monsieur Borde à la tranquillité publique, monsieur Cabezas à la mémoire de la commune, madame Chénion à la vie citoyenne et à la réserve communale, monsieur Gonzalez aux finances, mais on s'en était peu aperçu, madame Poli
à l'accompagnement social et Monsieur Vontron à l'engagement environnemental et au budget vert. Voilà pour les informations. Mon voisin piaffe d'impatience pour vous présenter l'agenda traditionnel de fin de réunion. Merci monsieur le maire. Alors je piaffe pas d'impatience, mais vous savez que quand je prends le micro, c'est que c'est la fin. Mais avant de se quitter, petit point sur l'agenda Ludonné. Nous nous retrouvons vendredi matin prochain pour la commémoration du 8 mai. Nous gardons le concept New Generation, puisqu'il y aura 2 commémorations, une au cimetière et une sur la place Jaurès à 11h. Dans la continuité, le mois de mai, donc sur le week-end suivant, c'est le week-end de l'Ascension, on sera sur quelque chose il n'y aura pas vraiment d'activité importante sur la commune. Beaucoup de monde profitera probablement aussi pour profiter en famille. Ce n'est pas marqué à l'agenda, ça a été validé aujourd'hui, mais suite au succès et à la désillusion que ça a pu causer auprès de certains petits enfants, le cirque qui n'a pu venir lors des vacances de février nous a ressollicité. Et donc nous avons convenu avec eux qu'ils viendraient sur la semaine donc de Pentecôte entre le 25 mai et le 31 mai. Il y a quand même eu beaucoup de demandes, on sait qu'ils ont pas mal communiqué dessus. C'est des gens qui ont l'air quand même assez sérieux. Donc ils nous ont redemandé les créneaux et on leur a proposé cette date-là. Donc ils seront là entre le 25 mai et le 30 mai, mais c'est pas marqué puisque ça a été décidé aujourd'hui. Le 30 mai, la Médocaine. On a toujours besoin de bénévoles, notamment pour la circulation. Donc si vous souhaitez participer à cette matinée dans une ambiance détendue, avec pour mission de sécuriser les différents points de passage dangereux entre 10h et midi le samedi 30 mai, merci de nous en informer par rapport à vos disponibilités. Et dernier sujet, non, il y a une deuxième page, super. Donc ça ne sera pas le dernier sujet, mais c'est le seul sujet que vous devez vous rappeler. C'est la seule date que vous devez tous savoir dans vos agendas, la 75e fête du printemps et de la terre. Ludon va briller, Ludon va être illuminé, on va avoir de la pyrotechnie, on va avoir de la fête, de l'ambiance, du sport, de la bonne humeur, de la gastronomie. Ça va être un week-end mémorable. J'ai même cru comprendre qu'ils avaient annulé la fête du vin à Bordeaux cette année pour pas nous faire d'ombre, donc voilà, ils seront pas au niveau de toute façon, donc voilà, modestement, nous serons largement au-delà de la fête du vin, entre le 5, 6 et 7 juin. Il faudrait bien on peut s'organiser pour avoir un bateau qui vient à Pachan. Je vois un gros bateau à Pachan. Juste vous rajouter, parce que ça sera pas fini, on sera vraiment en pleine période festive. Le week-end d'après, le samedi 13 juin, vous pouvez tous noter, c'est les 80 ans de l'USL Foot. Donc ça se passera au stade. Et oui, l'USL a déjà 80 ans. Donc voilà, pas mal d'animations justement sur toute l'histoire de ce club qui est si cher à notre commune. En même temps, ici même dans le foyer, il y aura le gala de danse annuel de l'école Danse Attitude. Et le dimanche 14 juin, donc le lendemain, ici même, le spectacle de fin d'année des comédiens d'un soir, la troupe de théâtre de la commune. Effectivement, le gala de danse a lieu le même jour que les 80 ans du foot. 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Prochain conseil municipal le 5 juin, mais c'est un conseil municipal express, puisqu'il va être intégré à la fête du printemps. Donc pour encore plus donner d'ampleur à cet événement important, on a même l'honneur d'accueillir un conseil municipal en son sein. Bientôt peut-être, je sais pas, on pourra y englober une cérémonie d'intronisation royale. À vous, monsieur le maire. Bien, donc 2 conseils municipaux à venir. Le 5 juin, un conseil municipal qui n'est pas du tout inaugural de la fête du printemps, comme l'a dit mon voisin, qui est simplement un conseil municipal obligatoire, puisqu'il nous faudra désigner nos représentants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le dimanche 27 septembre. Et nous aurons à désigner 21 personnes, donc 15 délégués, enfin électeurs, et 6 suppléants, dont je ne ferai pas partie puisque je suis électeur par ailleurs
sur notre mandat. Voilà. Donc, on se réunira. Normalement, c'est assez rapide et ça permettra ensuite, effectivement, de rejoindre la fête du printemps. Deuxième conseil municipal qui, lui, est le conseil habituel. Donc, c'est celui du mercredi 17 juin. Conseil habituel qui retrouvera, j'allais dire, un aspect plus normal puisque nous serons sortis des mises en place qui ont marqué ces 3 derniers conseils municipaux. Voilà. De mon côté, j'ai tout dit. Je vous remercie. J'espère que vous avez toutes et tous pensé à signer. Et si tel est le cas, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.